Good afternoon and welcome to this event, which is our first one of the new year. My name is Katie and I'm an associate here at DMA. I'm sure you'd agree that 12 months ago I wasn't quite sure if we'd still be in this digital space, but thank you very much for joining us. It's fantastic to see such a sizable and high quality uptake for this event, with many C-level attendees joining us in the audience, and thank you very much for all the questions that have been submitted already. I'd just like to thank the Department of International Trade, the Embassy, the Côte d'Ivoire Chamber in Great Britain, as well as Standard Bank Group and Oxford Business Group for their support in making this happen. I know we've all attended probably quite a few digital events at this stage, but just a very quick bit of housekeeping. If you have any questions or queries, please direct them to events@developingmarkets.com and continue to submit your questions in the question box below. We'll do our best to get as many as we can today, and if not, we'll follow up on them after the event. Please feel free to engage with us on social media and joining in our conversations during the event. We'll be using the hashtag InvestCôte Now, today, we're going to hear from an incredible economy that even in a COVID environment is expected to grow by 6% this year. There's no wonder the UK Government Credit Agency has more than doubled its support for Côte d'Ivoire. As well as being in a COVID environment, this is also a post-Brexit environment, and one of the UK's first trade agreements we signed in the African continent was with Côte d'Ivoire in October. This market really does have an incredible story. I also understand that we're about to launch Côte d'Ivoire's first all-party parliamentary group, and we're very much looking forward to hearing more on this, as well as the opportunities for sustainable development, especially as we approach COP26 in November. But enough from me. I'd like to invite our opening speaker, who is the newly appointed Ambassador to the UK, Her Excellency Sarah Amani. Ambassador, over to you. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre de la Promotion de l'Investissement Privé, Monsieur Ranil Jayawardena, ministre du Commerce International, Lord Sheikh Baron of Cornwall in the City of London, Madame Emma Ward-Smith, Majesty's Trade Commissioner for Africa Department for International Trade, Monsieur le représentant de l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, Monsieur Atam Sandou, directeur général de Developing Markets Associates, Madame Kadi Doumbia, présidente de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est un réel plaisir pour moi de participer avec vous à cette conférence en ligne, au cours de laquelle seront présentées les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Cette conférence s'inscrit dans un contexte spécial, marqué par la pandémie de la COVID-19, qui non seulement met à mal notre santé, mais éprouve l'économie de nos différents pays. Elle nous impose aussi le confinement, le télétravail et les conférences en ligne, contrairement à nos habitudes. Prenons la parole pour la première fois depuis la présentation des copies figurées de mes lettres de créance. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour réitérer toute ma gratitude aux autorités britanniques pour l'accueil cordial qui m'a été réservé lors de ma prise de fonction en août 2020 à Londres. J'ai découvert un beau pays avec une population dynamique, un peuple porté par des valeurs universelles fortes de démocratie et de libre entreprise, une économie solide et prospère malgré la pandémie. Je voudrais en outre adresser à chacun de vous mes chaleureuses salutations ainsi que ma réelle satisfaction pour votre présence appréciable à cette conférence en ligne qui traduit toute l'importance que nous attachons tous au développement des relations économiques et commerciales accrues entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni dans cette forme de partenariat gagnant-gagnant. Et vous n'avez pas tort, car la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités et un environnement des affaires propice au développement de vos affaires. Cet événement qui s'inscrit dans la politique d'ouverture et de repositionnement de notre pays sur l'échiquier international, cher au président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, sera un moment de partage de ces nobles ambitions avec l'ensemble des investisseurs que vous êtes. C'est le lieu de souligner que, soucieux de préserver les acquis de la coopération économique et commerciale ivoiro-britannique et d'éviter toutes sortes de perturbations dans nos échanges,
Dû au Brexit, nos deux pays ont signé le 15 octobre 2020 l'accord de partenariat économique d'étape, le premier que le Royaume-Uni ait signé en Afrique de l'Ouest à l'ère post-Brexit. La présente conférence s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Pour ma part, en ma qualité d'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, je ne puis cacher ma satisfaction de voir se tenir pour la seconde fois en 3 mois une conférence en ligne avec les opérateurs économiques britanniques pour leur présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. À cet égard, je voudrais exprimer mes vifs remerciements à l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire pour son appui précieux à la parfaite organisation de la présente conférence et pour sa participation effective qui rehausse la dimension bilatérale. Je voudrais tout particulièrement adresser mes félicitations et mes encouragements à Madame la Présidente de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne pour son initiative qui vise à renforcer davantage l'image de la Côte d'Ivoire ainsi que de ses intérêts économiques au Royaume-Uni. Je voudrais également féliciter l'ensemble des membres du comité d'organisation et toutes les entreprises participantes qui ont bien voulu aider à la réussite de cet événement dans lequel nous plaçons beaucoup d'espoir. Pour terminer mon propos, vous me permettrez de renouveler à tous mes remerciements tout en vous assurant de la disponibilité des services de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni à vous accompagner pour le développement de vos affaires en Côte d'Ivoire, un pays prospère, un pays hospitalier, avec une population jeune et dynamique. Sur ce, je veux dire, vive la coopération ivoiro-britannique. Je vous remercie. Thank you, Ambassador, and welcome again to the UK. I'd now like to introduce Her Majesty's Trade Commissioner to Africa. Since her appointment, one would struggle to find someone who's done as much for British businesses in Africa as she has. I'd like to introduce Emma Wade-Smith. Emma, over to you. Honourable Ministers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Emma Wade-Smith and I'm Her Majesty's Trade Commissioner for Africa. Thanks to this great initiative and partnership between DMA, the Côte d'Ivoire Chamber of Commerce in Great Britain and the UK Department for International Trade, I'm delighted to have the chance to share with you a few thoughts on what we're seeking to achieve in terms of trade and investment between Côte d'Ivoire and the United Kingdom, and where I see particularly exciting opportunities to drive forward this important agenda. So in the spirit of seizing the day, let me get right to it. As the UK's Trade Commissioner, it is my role and indeed my duty to do all that I can to increase the value and volume of trade and investment between Africa and the UK. And as the UK Prime Minister Boris Johnson reiterated just a few days ago at our virtual Africa Investment Conference, marking the 1-year anniversary since the inaugural UK Africa Investment Summit in London in early 2020, our ambition is for the UK to be Africa's business partner of choice for trade and investment. I use the term partner here advisedly because we are committed to being long-term partners based on our shared interests in creating and sustaining jobs and building greener, cleaner and more resilient and inclusive economies. My local team, situated across more than 20 African countries representing more than 85% of Africa's GDP, are focused on understanding the opportunities in country and linking these prospects to UK companies with the right expertise and experience. Any UK company looking for advice and support about doing business in Africa can get hold of us really easily through a single email address and inquiry point at dit.africa@fcdo.gov.uk. When it comes to Côte d'Ivoire, the UK sees the government's ambition to transform the economy, which is why I see significant opportunities for UK companies to explore the potential, build relationships and establish the business partnerships that will strengthen our commercial ties over the months and years ahead. As we were able to secure the transition of the effects of the Economic Partnership Agreement, we now have clarity about the trading arrangements that will govern the UK-Côte d'Ivoire business relationship. I'm not going to go into any more detail here now because I know my minister is about to speak just as soon as I've stopped talking.
In particular, I see two sectors of special interest right now in Côte d'Ivoire, and funnily enough, these are the topics of focus for today's webinar: agriculture and financial services. And let me say a few words about both. Firstly, then, looking at agriculture and agricultural technology. Côte d'Ivoire is an established major exporter of a wide range of raw agricultural products such as cocoa beans, cashew nuts, rubber, coffee, palm oil, cotton, cola nuts, bananas, mangoes and pineapples. As such, Côte d'Ivoire's agriculture sector is a crucial driver of the economy, a significant source of jobs and a major player in international markets for agricultural commodities. When I was last in Côte d'Ivoire, I saw for myself the fruit port where many of these products get shipped around the world, including to UK supermarkets to satisfy the demand of UK consumers. And I heard firsthand the frustrations around the limitations of agro-processing facilities to enable Côte d'Ivoire to maximise the value of these commodities and send them out into the world, not just in their natural form, but with value added. This will not only increase the direct financial value of Côte d'Ivoire's products, it will also increase and sustain the number of decent and high quality jobs for Ivorians, and it is an essential area of growth. For our part, the UK is a leader in innovative agricultural and agri-technology. Our world-class agricultural technologies are helping farmers in the UK and all over the world to drive increased agricultural productivity in a more sustainable way with a lower environmental impact. This is key to mitigating and adapting to the effects of climate change to ensure that the many thousands of farmers will continue to be able to work and ever more productively over the years to come. Additionally, the UK has world-class and highly competitive food and drink manufacturing and retail sectors that supply consumers in the UK and across the world. And I see this as offering a great opportunity to partner and share expertise, work together and invest in one another, and make use of the preferential trading arrangements we have in place to meet the needs of each other's customers. The second sector where I see exciting prospects for our shared future is in financial and professional services. Through the UK government's Development Finance Institution, CDC, we have a first-in-class ability to provide patient capital and invest in essential sectors that create and sustain jobs and support the shift towards greener and more sustainable economies. And through this patient public sector investment to catalyse and inspire private investors to jump on board too. Through the City of London, the UK has deep flows of private sector and global capital, and more African companies listed than anywhere else in the world, providing expertise, breadth of experience and links across emerging markets that is not replicated anywhere else. Through our world-class legal sector, the UK has a full suite of services to offer global partners like Côte d'Ivoire in developing and structuring commercial deals, including the essential finance to make them happen. And through our export credit agency, UK Export Finance, we have a market risk appetite of up to £2 billion to support UK exports to Côte d'Ivoire, and a shift in focus towards supporting green business deals in line with our commitments to get to net zero. And as a government, we are committed to supporting initiatives that increase financial inclusion and support the development and growth of Africa's fintech entrepreneurs. In wrapping up then, let me emphasise the importance of events like this one today in promoting business opportunities and connecting people to take these opportunities forward. We have a stellar cast list of people lined up today to talk about these exciting prospects. I do believe that there is so much untapped potential in our UK-Côte d'Ivoire relationship. Today, we're focusing particularly on agriculture and financial services, but Côte d'Ivoire is an exciting market beyond these two sectors and has been for a number of years now. We, as the UK's Department for International Trade, are here to help drive commercial success. So please do get in touch with us at dit.africa@fcdo.gov.uk. I encourage you to seize the opportunities presented here today. Let's build the partnerships for the future so that together we write the next chapter of the UK-Côte d'Ivoire relationship for the benefit of both our countries and our people. Thank you very much.
Thank you, Emma, for an excellent and enthusiastic overview. We're all really looking forward to hearing from the Minister and UK Export Finance later in the event. But first, we're going to go and hear from Lord Sheikh, who's joining us from his busy office in Parliament. And then we'll go to the Minister for the keynote address. Lord Sheikh, over to you. Honourable Ministers, Your Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to this virtual event on trade and investments between Côte d'Ivoire and the United Kingdom. I would like to thank DMA and Côte d'Ivoire Chamber in Great Britain for inviting me to speak here today. Ladies and gentlemen, I am myself an African, as I was born and brought up in East Africa. I visited the African continent on many occasions. Sadly, I have not yet been able to visit Côte d'Ivoire, but I hope that as soon as we are able to travel safely, I will be able to do so. I'd like to visit your capital, Abidjan, as it has been referred to as the Paris of West Africa. As you know, the UK has now left the European Union and we are in charge of our own relationships. For example, we've already signed 62 trade agreements with different countries. I'm pleased that we signed an economic partnership agreement with Côte d'Ivoire in October last year, and I'm looking forward to seeing the fruits of this relationship. In 2019, the UK's bilateral trade with Côte d'Ivoire was £401 million, with UK mainly exporting machinery and appliances and importing many delicious products such as cocoa and bananas. In fact, Côte d'Ivoire is the world's largest producer of cocoa. The country also has beautiful and varied landscapes with a wealth of natural resources. At the moment, Côte d'Ivoire is United Kingdom 105th trading partner, and I'd like to see us building on this, starting perhaps with today. Côte d'Ivoire is one of the most vibrant markets in West Africa, boasting 3 international airports, a brilliant seaport, and is developing 3 new economic zones. It is a very well-connected country, and many well-known companies and institutions have their headquarters there, making it a strong regional hub. Côte d'Ivoire has many diverse religions, and I'm pleased to note that there is religious tolerance and interfaith harmony between the various communities. Also, over the last decade, peace and stability has been improving, which of course is very important and desirable for companies wishing to do business. These conditions enable more trade to take place between Côte d'Ivoire and other countries, including the United Kingdom. The Department for International Trade, UK Export Finance, and Côte d'Ivoire Chamber in Great Britain are ready to support investors and create win-win opportunities that create jobs, support livelihood, and sustainable economic development, as well as access
to high quality products for the British consumer. We also need to make sure that in producing these goods, value is added in the country. Apart from Brexit, 2021 is a very important year because UK is hosting COP26 in November. As I've said in the House of Lords, we need to make sure that trade goes hand in hand with sustainability, and there are many opportunities for us to do so. For example, we need to support the development and exchange of environmental technology, sustainable agriculture, and green finance. I'm the founder and chair of the All-Party Parliamentary Group on Islamic Finance, and I'm keen to see this explode and also see how Islamic finance can play a role in the green industrial revolution. Education is another priority for both the countries and crucial for supporting economic development and developing skills. I have been previously an academic, and I was a lecturer at universities and colleges for over 10 years. I look forward to seeing what connections and linkages can be set up with higher education institutions in the UK. I'm pleased to announce that I have been asked by Her Excellency Sarah Amani to set up an all-party parliamentary group for Côte d'Ivoire, and I have agreed to do so. This will be a significant step in strengthening the ties between the two countries and explore what Côte d'Ivoire has to offer to us. Now that trade is flowing freely, this is a chance to deepen our relationship for benefit of both the countries. I look forward to seeing more exchanges between parliamentarians in the UK and the new government in Côte d'Ivoire, which will not only support political collaboration, but continue to mobilize trade and investment for a more sustainable future. Thank you. Thank you very much, Lord Sheikh. It's fantastic to hear Parliament in such full flow with the division bells ringing there, and thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us today and to be able to announce such a fantastic initiative for bilateral relations between the UK and Côte d'Ivoire through the announcement of the first Côte d'Ivoire all-party parliamentary group. It's now my pleasure to hand over to today's keynote speaker, Minister Ranil Jayawardena, who was the signatory on the UK's Economic Partnership Agreement with Côte d'Ivoire back in October. Minister, over to you. Good afternoon, everyone. It is a great pleasure to speak to you today about the fantastic opportunities that lie ahead for trade and investment growth between Britain and Côte d'Ivoire. The economic bonds that our nations share are deep and strong, with our huge appetite for your world-class agricultural exports influenced in no small measure by our famous British weakness for chocolate. Indeed, our addiction to this delicious confectionery meant that we accounted for almost a quarter of all of your cocoa butter exports in 2019. That's enough for an awful lot of chocolate bars. Whilst, of course, our love for the fruit that your beautiful nation produces saw 1 in 10 bananas exported to Britain over the last 3 years, I know that we can do even more. From cars to coffee to crude rubber, telecoms to electronics, trade between our nations is as vibrant as it is varied, worth more than £440 million last year, an increase
of 12.6%. And as Britain retakes her place as a sovereign trading nation on the world stage once again, we are determined to use our newfound freedom to strengthen and diversify our export and investment ties with Côte d'Ivoire and other nations across Africa, making it easier than ever before for British and Ivorian firms and investors to do business with one another across a range of sectors, from agriculture to finance, tech to transport, retail to renewable energy, by removing barriers to trade. With the world still reverberating from the impacts of COVID, Britain, like Côte d'Ivoire and our other global friends, is focused on building our economy back better as we plot a path to growth. We know that your government has a superb vision for transforming Côte d'Ivoire's economy, developing new industries and expanding others as you revitalise and re-energise your country. And whether it be manufacturing or agribusiness, financial services or infrastructure, energy solutions or engineering, Britain possesses the top-class capabilities and expertise across the board to support you in achieving your economic goals. Today's event is a superb opportunity to connect British businesses and investors with the enormous opportunities for trade and investment that your country has to offer. Critical infrastructure is, of course, vital to sustainable growth, with good roads, high-quality healthcare, clean water supplies, and sustainable power generation pivotal to unlocking the economic potential that you have. British and Ivorian partners are already doing fantastic work together in this field, including working to expand the Izito thermal power station, part owned by a British firm, which will help secure your energy supplies for years to come, and a superb project to construct 6 new hospitals through a partnership between Côte d'Ivoire and a British firm in the north of your country, with financial backing from Britain's export credit agency, UKEF. But we are determined to do so much more, which is why last year UKEF more than doubled its market appetite for Côte d'Ivoire from 750 million to £2 billion, signalling the huge importance that we place on strengthening this crucial trade relationship. And Steve Gray, UKEF's representative for West Africa, is here today to give you more details about the work that my department and Her Majesty's government is doing to help deepen and diversify these ties going forward. Britain is already one of the biggest investors in Africa, and we are working hard to increase our trade engagement right across this dynamic continent as we seek to make the United Kingdom the partner of choice for African nations over the next decade. This work includes helping to promote greater industrialisation through our Manufacturing Africa initiative. Likewise, Britain's Private Infrastructure Development Group is encouraging ever more British investors to enter this fantastically diverse market. And the United Kingdom's development finance body, CDC Group, now has over £2.4 billion invested in more than 600 businesses across Africa, employing over 370,000 people, and it's working to broaden and deepen its engagement with private businesses and investors. These initiatives will aid our work in bringing British and Ivorian businesses ever closer together. We know that access to finance is key to unlocking Côte d'Ivoire's enormous potential. And with Britain, the global leader in financial services, home to the City of London and a hub of fintech innovation, we can offer your nation access to the capital investment that you need to help drive progress across your economy. Meanwhile, with Britain preparing to host the COP26 UN Climate Change Conference in November, we want to partner Côte d'Ivoire and other African nations in harnessing your vast green energy potential. From wind and wave power to hydrogen and biomass technology, British innovators have what it takes to help you develop world-class capabilities in these fields. The Economic Partnership Agreement, the EPA, between Britain and Côte d'Ivoire that I signed on behalf of the British government last year makes sure that trade can continue between our nations without any additional barriers or tariffs now that we have left the European Union. And this is a solid base to build upon
as I know that we are capable of achieving so much more. And that is why we are so determined to build stronger links with your government and work with you to remove barriers to trade between us. Thank you, Minister, for I'm sure what the audience will agree was an incredibly energised overview of the wealth of opportunities for businesses both in the UK and Côte d'Ivoire, not just in chocolate, but particularly those in sustainability in the run-up to COP26 this year. We've now come to the end of our keynote and opening address sessions, and we're going to start taking our deep dive in our first panel discussion, which will be chaired by my friend and colleague, Simon Tong. Simon. Thanks, Katie. My name's Simon Tong. I'm an executive director with DMA, and some of you may remember I used to be the British ambassador in Côte d'Ivoire a few years ago. Now we're going to hear from the Ministry for the Promotion of Private Sector Investment about the opportunities to invest in Côte d'Ivoire. Over to you. Le baron Jacques de Cornhill de la ville de Londres, Madame Emma Wade Smith, commissaire de Sa Majesté pour le commerce international, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les présidents directeurs généraux et représentants du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi une immense fierté de prendre la parole ce jour à l'occasion de cette session qui se tient dans le cadre de la conférence digitale sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Au nom de M. Essis Esmel Emmanuel, ministre de la Promotion de l'investissement privé, je voudrais adresser mes remerciements et mes félicitations à son Excellence Madame Sarah Amani, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi qu'à la Chambre de commerce Côte d'Ivoire, Grande-Bretagne et Developing Markets Associates pour l'organisation de cet événement. En permettant la tenue de cette conférence en cette période de crise sanitaire mondiale, pour témoigner de votre volonté d'œuvrer en toutes circonstances au rapprochement des milieux d'affaires ivoiriens et britanniques. Mesdames et messieurs, la politique de développement économique impulsée par le président de la République depuis son accession au pouvoir accorde une place prépondérante au secteur privé, considéré à juste titre comme le principal moteur de la croissance économique. En effet, le gouvernement ivoirien a engagé d'importantes réformes structurelles et sectorielles permettant à notre pays d'entrer dans le cercle vertueux des économies à forte croissance et de poser les fondements de notre émergence économique avec l'appui conséquent du secteur privé. Ainsi, la Côte d'Ivoire, en enregistrant des progrès considérables en matière de gouvernance, d'efficacité de l'administration et de compétitivité de son secteur privé, a consolidé sa position de hub économique de la sous-région. Notre pays, avec un taux de croissance du produit intérieur brut de 8,6% en moyenne de 2012 à 2017, a renforcé sa position de porte d'entrée sur un marché de plus de 350 millions de consommateurs, regroupant l'ensemble des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette dynamique s'est poursuivie avec une croissance économique moyenne de 7,3% entre 2018 et 2019 et une inflation modérée autour de 1%. Pour l'année 2020, et malgré le ralentissement de l'économie mondiale du fait de la pandémie à Covid-19, le Fonds monétaire international situe le taux de croissance du PIB de la Côte d'Ivoire à environ 1,8%, signe de la résilience de notre économie. Pour l'année 2021, ce taux est projeté par la Banque mondiale à 6,5%. Les réformes entreprises ont permis de bâtir une économie inclusive, créatrice de richesses et d'emplois pour les femmes et les jeunes. Elles ont eu un impact significatif sur le niveau de vie des populations corroboré par le revenu national par habitant qui a plus que doublé
passant selon la Banque mondiale de 1120 $ en 2011 à 2290 $ en 2019 et le recul du taux de pauvreté passé de 57% en 2011 à 35% en 2020. Signe de l'attractivité retrouvée de l'économie nationale, la contribution des investissements au PIB est passée de 8,9% en 2016 à 20,5% en 2019 et les perspectives l'ont établi à 24% du PIB en 2020. Le CPC, porte d'entrée de l'investisseur en Côte d'Ivoire, a agréé de 2013 à 2019 plus de 5,6 milliards de livres sterling d'investissement, soit 20% d'investissement des sociétés privées en Côte d'Ivoire. Excellences, mesdames et messieurs, ces résultats remarquables sont aussi le fruit de réformes visant le climat des affaires. En effet, depuis 2013, le pays s'est engagé dans un vaste programme de réformes d'amélioration du climat des affaires qui lui a valu des progrès encourageants, améliorant ainsi son rang au classement Doing Business de 67 places depuis 2013, en passant de la 177e place à la 110e au dernier rapport Doing Business 2020. En figurant en 2014, 2015 et 2017 au top 10 des pays les plus réformateurs au monde. Notre pays s'est attelé à mettre en œuvre des projets de réforme à impact rapide par la mise en place des guichets uniques, des tribunaux de commerce, la rationalisation des processus, la réduction des délais, des coûts, etc. À partir de 2015, notre pays s'est engagé dans des réformes structurelles et structurantes, avec une offre de services publics digitalisée en un point unique, à savoir le portail unique des services à l'investisseur www.225invest.ci. En outre, le champ du processus des réformes s'est élargi à toutes les problématiques touchant à la compétitivité de l'économie. Aujourd'hui, le programme a amélioré sa capacité de mise en œuvre des réformes par la révision de son cadre de gouvernance en vue d'atteindre effectivement les objectifs gouvernementaux figurés dans le top 50 des meilleures économies mondiales au classement Doing Business 2023. Mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à investir en Côte d'Ivoire, terre d'opportunités et d'économie en pleine croissance. Les entreprises britanniques, au regard de leur expertise, pourront investir dans l'agribusiness, dans l'industrie manufacturière, les infrastructures, la santé, les TIC et les secteurs pétroliers et énergétiques. Pour la période 2021-2025, l'ambition de transformer structurellement l'économie ivoirienne par l'industrialisation a été réaffirmée dans le projet de société du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Sous sa houlette, la Côte d'Ivoire ambitionne de consolider les acquis de la croissance réalisée sur les 2 précédents quinquennats et de se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2035. Au niveau macroéconomique, notre pays vise un taux de croissance moyen du PIB de 7,65% sur la période de 2021 à 2025, atteignant en 2025 un PIB nominal estimé à plus de 53 000 milliards de francs CFA, soit environ 107 milliards de dollars. Le taux d'investissement estimé à 24% du PIB en 2020 devrait lui aussi croître pour se situer à un peu plus de 32% en 2025. Cette volonté d'industrialisation s'étend également au secteur minier, dans le cadre notamment de la transformation des minerais, dont les productions nationales annuelles s'élevaient en 2019 à 30 tonnes pour l'or, à environ 33 tonnes pour la bauxite et 1 180 000 tonnes pour le manganèse, sans compter le fer, le cuivre et le cobalt. Dans ce secteur, le chiffre d'affaires généré par les sociétés minières s'élevait à 1,16 milliard d'euros en 2019, en hausse de 30% par rapport à l'année 2018. L'industrialisation de l'économie nécessite la mise en place
d'infrastructures et de services à même de soutenir le développement de l'activité des filières industrielles au plan national. Au niveau des infrastructures, la Côte d'Ivoire, qui entend poursuivre le développement des infrastructures routières, veut attirer les investissements nécessaires à la dotation harmonieuse des régions en routes, en ponts, utiles au mouvement des personnes, des matières premières et des produits manufacturés, depuis les lieux de production vers les lieux de distribution ou de consommation. Pour l'année 2021, uniquement, ce sont plus de 1313 km de routes et 33 ponts et échangeurs que le gouvernement ambitionne de construire dans tout le pays. Au niveau énergétique, bien qu'autosuffisante en électricité, la Côte d'Ivoire attend des investissements dans le but d'accroître la capacité installée de 2000 MW à 4000 MW et de faire face aux besoins futurs de l'industrie. Dans ce secteur, les opportunités existent dans les énergies renouvelables où des projets de construction de barrages hydroélectriques, de centrales solaires et photovoltaïques et de centrales à biomasse sont disponibles. La Grande-Bretagne, qui ambitionne aujourd'hui de diversifier ses partenaires économiques après sa sortie de l'Union européenne, trouvera en Côte d'Ivoire le cadre idéal pour assurer la croissance de ses entreprises à l'international en collaboration avec les PME locales qui pourront bénéficier de leurs apports technologiques. L'intervention de mécanismes tels que UK Export Finance sera également importante dans l'accompagnement de vos PME sur nos marchés. Mesdames et messieurs, investir en Côte d'Ivoire représente pour vous une opportunité extraordinaire de développer d'excellentes affaires dans un pays en pleine croissance. Je puis vous assurer de l'entière disponibilité de mon ministère et des structures sous tutelle dans l'accompagnement et le soutien de vos projets en Côte d'Ivoire. C'est sur cette assurance que je vais clore mon propos en vous souhaitant des échanges fructueux. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you to the Ministry for that enlightening presentation, and it's reassuring to hear that the still relatively new Ouattara government remains as committed as ever to promoting bilateral trade and investment. Now we're going to hear from UK Export Finance about their role in promoting trade and investment between the UK and Côte d'Ivoire. And I'd like to hand over to Steve Gray, who's the head for West Africa and has long experience in West Africa. Over to you, Steve. Ladies and gentlemen, my name is Stephen Gray. I am representing UK Export Finance in West Africa and part of a wider international network of export finance executives. At the recent Africa Investment Conference, the UK government reaffirmed its commitment to be the trading partner of choice for Africa. Trade can help develop economies in ways that aid spending cannot, building lasting, mutually beneficial relationships and spreading prosperity around the world. By making the UK the leading destination for African buyers, countries across this vast continent can benefit from what our world-leading British companies have to offer, increasing prosperity for us all. The UK has considerable expertise with world-leading companies in fields ranging from construction and engineering to healthcare and education. However, a lack of available finance from the private sector can still constrain business activity. This is where UK Export Finance, our award-winning export credit agency, can come in. UKEF's mission is to ensure that no trade agreements with a UK exporter should fail for lack of access to finance or insurance. One of the ways we do that is by helping buyers and project sponsors to access attractive long-term finance to make sourcing from the UK more competitive. This opens up the potential for African buyers to tap into the innovation and expertise of the UK supply chain. UKEF is at the heart of UK's increasingly attractive offer for Africa and has over 100 years' experience in helping foreign buyers access the UK market. Its commitment to Côte d'Ivoire has recently been strengthened with the announcement that it has doubled the capacity for the country to £2 billion.
This additional support will help UK exporters and their Côte d'Ivoirian buyers access finance for projects in the country. UKEF helps UK companies of all sizes and in all sectors to export by enabling them to win business, perform contracts, and get paid through a variety of guarantee, lending, and insurance products. ECA financing actively bridges the finance gap, supporting the development of critical infrastructure and demonstrating the viability of commercial financing in less developed economies. We are a UK government department and we operate with the consent of Her Majesty's Treasury, meaning our guarantee is a sovereign one. Key to note, we offer support, not subsidies. We operate at no net cost to the taxpayer and actually return a profit to the HMT. We charge a premium for the risks that we take. We complement rather than compete with the private sector and have a reputation of one of the world's most innovative and flexible ECAs and have received several awards recognizing our efforts in coming up with new ways to support exporters. In the last financial year, UK Export Finance provided 4.4 billion in supports and connected over 500 companies with international opportunities at our supplier fairs. In turn, we supported 339 companies exporting to 69 countries. Our support falls broadly into two categories: short-term products offering support for UK exporters, typically SMEs, directly in the form of working capital, bond support, and insurance for their export contracts. Long-term products, which offer attractive credit terms for overseas buyers or EPC contractors with at least 20% UK content in their projects, making the UK exporter's bid more competitive and favourable to the buyer when choosing their supply chain. Our most popular medium to long-term product for overseas buyers is the Buyer Credit Facility, and the benefits include that the exporter is paid as though it has a cash contract, receiving payment directly as goods are shipped and services performed, and removes the risk of non-payment or payment delay. The buyer or borrower has time to pay over a number of years and can borrow at fixed or floating rates. The lending bank receives a guarantee from us for full repayment of the loan plus interest. The majority of the buyer credit loans have tended to be in the range between 25 to 70 million pounds. Average over the last several years for UKEF has been about 60 million pounds. The maximum amount that can be made available under a loan is 85% of the contract value. A minimum of 15% of the contract value must be paid directly to the exporter by the buyer before the loan starts to be repaid. Of the 15%, a down payment of at least 5% should be received upon contract signature. The department charges a premium for commensurate with the risk of default. Typically falls on the borrower to pay this guarantee fee. We have, for smaller transactions, the standard buyer loan guarantee, and it is generally for the more straightforward contracts. The main difference is that we do not take documentation risk on these transactions. As with the buyer credit product, the benefits of the supplier credit financing facility include the exporter is paid as soon as the goods have been shipped or the service has been performed. The buyer or the borrower has time to pay over a number of years and can borrow at fixed or floating rates. And the bank receives a guarantee from us for the amounts due under the bills of exchange, promissory notes, or the loan. We also have direct lending, and within that space, we have a pot of money that is available for supporting clean growth. And the eligible projects are not just renewable energy, but a vast range that help deliver on the SDGs, including sustainable water and wastewater management, green buildings, clean transportation, and climate change adaptation. Our products are suitable for all sectors. We don't only operate in emerging markets, we're able to support exports to over 200 countries globally. Local currency financing we provide, and we provide guarantees to local banks that set us apart from other ECAs. It lends itself well to projects where local currency revenues are generated, protecting buyers from currency fluctuations. And the repayment tenors, between 2 to 10 years, certain sectors can benefit extended repayment terms under the OECD Common Arrangements Agreements, including aircraft up to 12 years, rail 14 years, water and renewable projects 18 years. As I said, the guarantee that UK Export Finance provides is a sovereign guarantee. And as you've seen in the case studies earlier, UK companies are strong in healthcare, engineering, energy, and we bring together the value of the British brands. In Africa today, we have strong coverage with over 46 countries where we have a market risk appetite. Of those 46, 28, we have a specified market risk appetite.
and we have considerable capacity to do more. The main eligibility and other considerations in accessing UK export finance include the minimum threshold of 20% UK content. This is an absolute minimum, not a target, and we will always seek to maximise this where possible. We can support up to 85% of the contract value. We have our own in-house E&S team, and projects must meet environmental, social and human rights standards set by the IFC and Equator Principles. We work with lots of different banks, including local banks, but our main consideration is that they have experience with export finance. For corporate buyers, we typically need to see the last 3 years of audited accounts and their next year's projections. The buyer status will influence our risk appetite and the premium charged. As per the OECD arrangement, support for local costs are limited to up to 30% of the value of the exported elements. Cost of cover. We charge a premium for our services. This is a one-off upfront payment which is separate from the interest charged on the loan and can be paid upfront or funded from the loan. Indicative rate is available using a premium calculator on our website, and we will always charge at the lowest premium available for any transaction, but this is based on benchmark rates set by OECD and calculated on a case-by-case basis, taking into account factors such as credit risk and loan tenor that we see in the individual transaction. When it comes to UK content, just to unpack that a little bit more so that there's an understanding of what that means, UK content is the cost of purchasing goods, services, intangible assets from UK exporters and UK subcontractors. The minimum 20% UK content on all our contracts supported is required. Where this criteria cannot be met, we can consider offering support proportional to the UK contents, and we can also consider taking into account related contracts. Flexible sovereign content requirements for overseas buyers, up to 80% of content can be sourced from outside the UK. The UK supply chain can access international opportunities through our supplier prepare programs. But just to be clear, goods classified as coming from the UK are those who are able or are eligible for a UK country of origin certificates. The information we require in order to be able to assess a transaction in the early parts includes project scope, value and currency of contract, details of potential major stakeholders, duration of borrowing plus the construction period, the name of the borrower, and if there's a guarantor standing behind the guarantor, their details, an indicative financing plan showing the possible proportions of equity, commercial debt, ECA supported debt, and other funding, the planned UK content as a proportion of the contract, and finally, the status and negotiations and indicative timetable. Ladies and gentlemen, I hope that has given you a good insight into UK export finance. But if you require any more information, please do not hesitate to reach out to me. Details are on the last slide, or if you're looking at other markets in Africa, the contact details from my other colleagues covering East Africa and Southern Africa are also there. Thank you. Thank you very much for that presentation, Steve. And obviously the takeaway that jumped out at me there is that UK Export Finance is doubling its facility for Côte d'Ivoire up to £2 billion. So I hope that you, in partnership with many potential investors and many of those hopefully listening in today, will take full advantage of that opportunity. Now I'd like to hand over to Joel Toure, Chief Executive, and Frank Aichi-Brou, Director of Stanbic Bank. And they're going to be talking about the opportunities to invest in Côte d'Ivoire from their perspective, and of course the services that Stanbic can offer to potential investors. Over to you. Good afternoon, distinguished audience. On behalf of the Standard Bank Group, it's an honor and an opportunity for us to take part to this conference, which is the UK and Côte d'Ivoire Trade Conference. The corridor between UK and Côte d'Ivoire is a very established one, and it's also a very promising one. We, as a group, we have started our operations in the country since 2017, and we are supporting the key sectors of the economy in line with the National Development Plan that has been spelled out by the government of Côte d'Ivoire. We are supporting and providing any type of financial support to international partners, as well as the local key established partners that are also supporting the economy of the country.
Established in Côte d'Ivoire, we are also looking at the 8 countries of the Monetary Union, which is the Francophone West Africa, where we are deploying our expertise. We are also providing any type of support to the government as well as to the private sector in different fields. I will hand over to Frank, who will be expanding a bit on our product offering range, as well as our capabilities and the services that we are offering in the country. So thank you, and Frank, over to you. Thank you, Joel, for the introduction. I would also like to thank all the corporate executives, the investment manager, and all other attendees on this UK Côte d'Ivoire conference event. What I will do in the next few minutes is to present the strategy capabilities of Standard Bank Group in Côte d'Ivoire, as well as the support that we can offer all the corporates and funds that are interested in growing their UK Côte d'Ivoire business. What is our focus? What is the focus of Standard Bank Group in Côte d'Ivoire? Since our start of operations in 2017, we have really focused on delivering excellent corporate and investment banking services to our target client. At this point, that target client base does not include retail customers as well as SMEs, although we are developing a strategy and we may be targeting this segment of the market. What are our target clients then? They are the subsidiaries, local subsidiaries of the largest MNCs in Côte d'Ivoire in the region. They are also the largest local corporates and the investment funds, mostly offshore, but some of them are onshore as well as obviously the government of Côte d'Ivoire and some of its largest state-owned entities. What are the sectors for which we have appetite and we can provide financing? We believe that we are covering the main sectors of Côte d'Ivoire economy, including the agribusiness and agriculture sector, which is key in Côte d'Ivoire, obviously, as well as power and infrastructure, mining, telecom, financial services, and fast-moving consumer goods, to just mention a few. Again, for these sectors, we'll be willing to take on a risk, partnering with our client and providing financing. Now, what is our product capability? What type of products we can offer to our clients? Those can be classified in 3 groups: the investment banking products, then the global markets products, and then in the end, the transaction and product services. From an IB or investment banking point of view, we do offer advisory services, we do offer project financing, capex financing, as well as equity and debt capital market solution. From a global markets point of view, we do offer foreign currency products, spot, forward, swap, as well as other derivatives on various cross-currency, including XOF on one end, and either the major African currency or G10 currency or China yuan currency, as an example. On the money market and fixed income, so interest rate products, we do offer various tenor of fixed term deposits, as well as the ability for our clients to invest in treasuries, government treasuries, so government bonds and treasury bills, as well as corporate bonds as well. We have the capability to support our clients for their needs in other asset classes, including commodities, credit, and equity, through our specialized team based in Côte d'Ivoire, in the region, in South Africa, or elsewhere in the world, mainly in London and in the US. Finally, from the transaction and product services, our capabilities include cash management solution, overdraft, payments, collection, reconciliation. They include trade finance, letter of credit, guarantees, and other structured trade financing. And also, we do offer custody services through our in-house sub-custodian business, which is key, of course, to all investors, offshore investors willing to invest in our region.
We are also focusing on delivering digital platform and products and services to our clients, as we do acknowledge that this is very important going forward. And to conclude, I would reiterate Standard Bank Group interest in developing the UK Côte d'Ivoire capability or economic activity through supporting all the corporates, the funds, and any other institution interested in developing its activity in Côte d'Ivoire or in the region. And we believe that through our local expertise, our global reach, our superior client service, our digital offering, as well as our track record, we would be able to do so and assist our clients the best we can. Thank you very much. Well, thank you for those joint presentations, Joel and Frank. And thank you as well for your support for this event and for making it happen today. And now I'd like to hand back to Katie. Thanks, Simon. What a great session. We're actually now going to have a short question and answer session with Dr. Ibrahim Diarra, who opened the start of the first session. I'm going to be asking these questions in French. La présidente Ouattara a récemment exposé pour la période 2021-2025 un projet de société dans lequel il affixe des objectifs de développement ambitieux et une finalité qui est de consolider le développement économique amorcé à la faveur de deux précédents plans. Quelle est la contribution concrète qui peut être attendue du secteur privé britannique dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet économique? Merci. Je vous remercie. Le projet de société présenté par le président Ouattara reprend les bases des précédents plans nationaux de développement mis en œuvre depuis 2011, auquel se rajoute un engagement fort du président de la République qui est de mettre toute l'administration publique au service du secteur privé en vue de lui permettre de jouer pleinement le rôle de moteur de l'économie. En Côte d'Ivoire, les apports des entreprises britanniques peuvent se faire dans les secteurs de la transformation agro-industrielle, de l'industrie manufacturière, de l'industrie automobile, de l'industrie textile, le BTP et la santé, dans lesquels l'État souhaite attirer des investissements en vue d'assurer un développement harmonieux du pays. Les investissements britanniques seront aussi utiles en vue de développer la production énergétique, notamment les énergies renouvelables. Outre ces secteurs, les entreprises britanniques peuvent aussi être d'un précieux concours dans les TIC et dans la formation et le développement du capital humain qui sont nécessaires au développement durable de l'économie ivoirienne. La Grande-Bretagne, à travers la volonté de transformer les technologies et les mécanismes de financement de l'investissement privé et d'aide à l'export qui existent, pourra apporter les ressources et le savoir-faire nécessaires à l'essor d'un secteur privé plus dynamique en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. L'inclusion de la pandémie a un impact considérable sur l'économie mondiale. Quelles sont dans ce contexte les perspectives d'évolution de l'investissement privé dans votre pays? Quels secteurs attireront ces investissements? À quelles dispositions sont prises par l'État en vue de les attirer massivement? Je vous remercie. En 2020, malgré la Covid-19, la Côte d'Ivoire a montré que son économie était résiliente grâce à sa diversification et aux mesures adoptées par l'État en vue de contenir les effets de la pandémie. En Côte d'Ivoire, le niveau des investissements est resté stable. En témoigne donc le volume des investissements privés agréés au CPC, qui s'est maintenu autour de 736 milliards de francs CFA en 2019. Les secteurs qui ont principalement attiré les investisseurs sont l'agro-industrie, le transport et l'entreposage, le BTP et l'énergie. L'intérêt des investisseurs pour ces secteurs restera intact. Le secteur agro-industriel, où les niveaux d'industrialisation des filières restent bas,
attirera davantage de projets dans la transformation des matières premières, à savoir le cacao, l'anacarde, l'huile de palme, etc. Le secteur de la santé sera aussi au centre de l'intérêt des investisseurs. La pandémie ayant révélé les besoins de ce secteur en termes d'infrastructures à bâtir et de plateaux techniques à moderniser. À ce niveau, je puis vous annoncer que des laboratoires européens sont en voie d'installation en Côte d'Ivoire en vue de créer des unités de production massive de tests à Covid-19. Le secteur de l'énergie restera un pôle d'attraction des investissements. L'État poursuivant ses projets en vue de réaliser les objectifs d'augmentation de la capacité installée de 2000 MW en 2020 à 4000 MW à fin 2023 et de diversification du mix énergétique par l'accroissement de la contribution des énergies renouvelables. En termes de dispositions adoptées par l'État, il convient de rappeler que, conformément à ces engagements, les activités liées à l'accompagnement du secteur privé par les structures techniques n'ont pas été interrompues, malgré les perturbations des activités entraînées par la pandémie. Toutes les structures et guichets uniques mis en place sont restés fonctionnels tout le long de l'année. Les incitations prévues par le Code des investissements et les différents codes sectoriels ont continué à être accordées malgré le contexte. Le CPC, par exemple, a agréé en 2020 un peu plus de 260 dossiers d'investissement pour environ 607 milliards de francs CFA en dépit de la conjoncture. Merci beaucoup. Thank you very much. That now brings us to the end of this session with Dr. Diarra. And thank you to those who've submitted your questions before the event, and I've seen some coming during the course of today. For those of you who have submitted, and there are any topics or specifics that we haven't had the chance to answer today, we'll of course follow up with those after the event. It's my pleasure to hand you over to Katie, who's the President of the Côte d'Ivoire Chamber in Great Britain, to tell you more about the brilliant work that they do, and to hear from the Minister of Trade and Industry as well. Now, Minister Diarra Souba has a rather impressive academic background and experience in the private sector, and also in a number of institutions. For example, he was the first Vice President of the General Confederation of Businesses in Côte d'Ivoire. Katie, over to you. Thank you. Honorable Ministers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Katie Doumbia Coulibaly, and I'm the President of the Côte d'Ivoire Chamber of Commerce in Great Britain. First, I would like to thank Her Excellency Sarah Amani, who has played an important role with her team at the Côte d'Ivoire Embassy in London, and it's also due to them that we have the chance to meet today. I would like to thank Atam Sandhu and the whole team of DMA for this collaboration. Please allow me to say a few words about the Chamber. For several years, we've been promoting investment in Côte d'Ivoire by creating events and platforms where investors, businesses, and government representatives can meet and discuss investment opportunities. We are also the founder of the large network of the Council of Foreign Chambers in Great Britain, which is composed of more than 20 countries. This allows our companies' members to have access to global conferences and to promote our members at an international level. We are now the portal for investment in Côte d'Ivoire in collaboration with the Embassy in London, the British Embassy, and the DIT in Côte d'Ivoire. We are committed to support your investment, and we are working with a team of experts to deliver the best service for you. To become member of the Chamber and for further information regarding investment, please contact us at info@ciccgb.uk. Ladies and gentlemen, today I'm pleased to share this discussion with the Honorable Minister Souleymane Diarra Souba in light with the economic partnership between the UK and Côte d'Ivoire. We will have a 20-minute conversation where we will have all the details well explained in terms of global investment,
promotion, and all the key points regarding trade and agricultural transformation in Côte d'Ivoire. In order to allow French speakers participants to follow Minister Diarra-Soba's presentation, this session will be in French. Thank you. Mesdames et messieurs, afin de permettre aux participants francophones de suivre la présentation du ministre Diarra-Soba, cette session sera principalement en français. Monsieur le ministre, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie infiniment de votre participation à cette conférence. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, et vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter l'environnement du commerce et de l'industrie en Côte d'Ivoire, ainsi que les opportunités qui s'offrent à la Grande-Bretagne. Merci. Je voudrais vous remercier déjà pour cette opportunité qui permet de parler des relations d'affaires entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Et je voudrais me féliciter de la récente signature de l'accord de partenariat intérimaire entre nos deux pays qui est effectivement rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Comme vous le savez, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays exportateur de beaucoup de produits locaux, de matières premières, et nous exportons vers la Grande-Bretagne des produits comme le cacao, des produits comme la banane, les noix, et également tout ce qui concerne les préparations de cacao. Et différents produits également sont importés de la Grande-Bretagne, de telle sorte que nous avons un volume d'affaires au titre du commerce extérieur en 2019 de l'ordre de 280 milliards de francs CFA. Tout ceci pour vous dire que la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne entretiennent de très bonnes relations commerciales. Mais vu les opportunités entre les deux pays, nous pensons que le nouvel accord qui vient d'être signé va permettre en tout cas de décupler en tout cas le volume des affaires entre nos différents États. Notre pays en fait a décidé d'être un pays émergent, c'est-à-dire un pays qui croît sa valeur ajoutée à travers notamment l'industrialisation. C'est dans ce cadre en fait que nous avons mis une politique en place composée globalement de 5 clusters, 5 domaines particuliers portant notamment sur l'agro-industrie, c'est-à-dire le cacao, l'anacarde, l'EVA, le palmier à huile, les fruits et légumes, et également tout ce qui est ressources naturelles non agricoles, c'est-à-dire les mines et l'énergie, et tout ce qui concerne en fait les industries de consommation, c'est-à-dire tout ce qui concerne les industries de fabrication de vêtements, et également les industries structurantes telles que la chimie, la plasturgie, la métallurgie, etc. Et le dernier cluster porte en fait sur l'industrie de montage d'appareils électroménagers, etc. Tout ceci pour que notre économie puisse être créatrice en fait de valeur ajoutée. Donc tout cela est soutenu dans le cadre de différents plans nationaux de développement que nous avons mis en place de 2012 à 2015, de 2016 à 2020 et le nouveau plan 2021 à 2025 qui est en cours de formulation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces informations sur les perspectives du développement industriel de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, je vais maintenant me concentrer sur le cluster concernant le secteur agro-industriel. Quelles sont les mesures prises pour promouvoir ce secteur et comment les investisseurs britanniques pourraient jouer leur part dans le développement de l'industrie agricole de la Côte d'Ivoire? Comme je l'ai indiqué, en fait, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Elle est le premier pays producteur de cacao avec plus de 2 millions de tonnes, le premier pays producteur d'anacarde avec plus de 800 000 tonnes, l'un des pays africains les plus importants au niveau de l'EVA avec aujourd'hui environ 1 million de tonnes. Cela également est valable pour les fruits et légumes, etc. Donc vous constatez qu'après plus de 50 ans, nous continuons encore d'exporter une bonne partie de notre production de l'extérieur en matière brute. Donc l'objectif pour nous, à travers les différents plans que nous avons mis en place, c'était de transformer ces matières premières-là. Raison pour laquelle au niveau du cacao, nous sommes aujourd'hui à 30% de transformation. Au niveau de l'anacarde, des efforts ont été faits, mais il reste encore faible. Nous sommes environ à 13% de taux de transformation.
Au niveau de l'EVA, nous sommes environ à 50% de taux de transformation, etc. Donc, ce que nous recherchons aujourd'hui auprès des investisseurs, c'est de voir des investisseurs qui peuvent venir, en tout cas, accompagner notre pays, en fait, pour que ces produits puissent être transformés, ne serait-ce qu'au premier niveau, au premier degré. À l'effet qu'on puisse exporter des produits, en fait, semi-finis, qu'on puisse créer localement de la valeur ajoutée, qu'on puisse créer des emplois. Je pense que nous avons des relations, comme je l'ai indiqué, commerciales importantes avec la Grande-Bretagne, et nous avons déjà des opérateurs britanniques, en fait, qui sont dans ces différents secteurs d'activité. Donc, nous profitons de cette occasion pour lancer encore un appel aux opérateurs britanniques, aux PME britanniques, à l'effet, en fait, de venir en Côte d'Ivoire pour profiter de toutes ces opportunités que nous avons, étant donné que la plupart de ces produits, en fait, sont consommés sur le marché britannique. Quand vous prenez un produit comme le cacao, 67% de notre cacao, en fait, est consommé sur le marché européen de façon générale, mais également en partie sur le marché britannique. Donc, nous pensons qu'il y a des réelles opportunités parce que nous avons mis en place, en fait, un environnement des affaires qui est favorable. Et également, nous avons mis un cadre d'investissement favorable, notamment à travers plusieurs mesures fiscales que nous avons prises pour inciter les opérateurs à venir. Nous signons des conventions spécifiquement avec tous les investisseurs qui veulent investir dans le domaine du cacao, avec des exonérations en matière de droits des douanes, des exonérations en matière de droits des douanes et de TVA sur le matériel qui est importé, et également nous leur accordons en tout cas une dégression au niveau de ce que nous appelons le droit unique de sortie sur les produits qui sont fabriqués. Donc, pour exemple, celui qui transforme son produit jusqu'à obtenir du cacao, pour toute exportation, il paye 0 taxe. Donc, nous avons fait un système dégressif qui amène en fait nos industriels actuels en fait à pouvoir augmenter leur capacité en termes de transformation. Ces mêmes mesures fiscales sont également applicables pour l'anacarde et également pour l'EVA. Donc, tout ceci pour indiquer que nous avons des instruments, des mesures fiscales qui devraient permettre à ces opérateurs économiques, en tout cas, de rentabiliser leurs affaires et également de nous aider à transformer nos différentes matières premières. Merci. Dans le cadre du Brexit, la Grande-Bretagne est en quête de nouveaux marchés. Nous avons en effet pris note des informations concernant les mesures fiscales. Cependant, au-delà de ces mesures déjà en place, Monsieur le ministre, quels sont les moyens supplémentaires mis en place par un pays francophone comme la Côte d'Ivoire pour faciliter l'installation des entreprises britanniques? Merci. Okay. Moi, je souhaite quand même vous rassurer à cet effet. Je pense que la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire ont une longue histoire de coopération. Et nous avons l'avantage, en fait, d'avoir pas mal de Britanniques qui vivent déjà en Côte d'Ivoire ici. Et également, comme je l'ai indiqué, nous avons, c'est vrai, nous avons amélioré l'environnement des affaires pour que tous les investissements qui sont faits ici soient sécurisés. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, à travers notamment la création du tribunal de commerce que nous avons eu à faire, la création également de la cour d'appel de commerce pour que les investissements soient sécurisés. L'autre élément également, nous avons facilité tout ce qui concerne la création des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, avec le CPC, c'est à moins de 24 heures qu'on peut également avoir une entreprise en Côte d'Ivoire. Nous avons facilité tout ce qui est les procédures concernant l'acquisition, en fait, de tout ce qui concerne le foncier. Voilà, il y a des processus de dématérialisation qui ont été mis en place pour le foncier urbain, également pour tout ce qui concerne, en fait, le foncier industriel. Donc, on a un dispositif qui est mis en place à travers des structures décentralisées que sont l'AGD qui est en charge en fait de la gestion en fait de tous nos fonciers industriels. Et mieux, nous sommes en train de créer de nouvelles zones industrielles. Comme vous le savez, nous avons une importante zone industrielle PK24 de plus de 940 hectares qui est en cours d'aménagement, qui pourra accueillir en fait tous les opérateurs économiques qui veulent en tout cas créer de différentes industries. Et ces investissements au niveau des zones industrielles ne se limitent pas à Abidjan. Vous avez également des zones industrielles à Bonoa, à Korogo, à San Pedro, etc. pour que les entreprises qui souhaitent se rapprocher
des différentes zones de production puissent avoir cette opportunité. Mais je pense qu'il y a un facteur important sur lequel je souhaite insister, c'est la qualité de notre capital humain. Vous avez ici également, par rapport à la barrière francophone, etc., cette possibilité où nous avons eu à former beaucoup de nos étudiants aujourd'hui qui sont des hauts cadres ici et là, qui sont bilingues, qui ont travaillé dans de grandes institutions, etc. Et puis également, nous avons un centre des écoles d'excellence en Côte d'Ivoire, comme l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, qui forme des ingénieurs, des cadres de très haut niveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos étudiants, nos élèves fréquentent aussi bien en Côte d'Ivoire que dans toutes les grandes villes du monde. Donc nous n'avons pas de problème de capital humain à ce niveau. Donc je pense que ceux qui nous écoutent, en tout cas, pourraient confirmer tout cela auprès de leurs ressortissants qui sont déjà ici, comme quoi à chaque fois que de besoin, le personnel qui est utilisé est du personnel local, mais également la Côte d'Ivoire offre des facilités offre des facilités par rapport à l'expatriation et par rapport à notre droit du travail. Donc s'il y a également du personnel britannique qui souhaite également travailler ici, je pense que le cadre du travail, enfin les conditions également sont requises. Et puis bon, je pense que notre pays également, il fait bon vivre. Nous avons les infrastructures de base et également, nous avons également un système bancaire qui est international, qui est régional. Nous avons une banque britannique qui est ici, la Standard Chartered Bank qui est là. Donc, pour vous dire qu'on a un écosystème, en tout cas, qui permet à ce qu'on puisse avoir, en tout cas, on puisse avoir, en fait, des entreprises anglaises, en tout cas, qui puissent travailler et qui puissent développer leurs activités en les sécurisant, en les développant et en étant en relation avec le monde. Voilà, la Côte d'Ivoire est reliée à toutes les grandes capitales par des vols quotidiens, je veux dire, par des vols internationaux. Donc, tout ceci, en 5 heures de temps, rapproche Abidjan, en tout cas, de Londres ou bien de tout autre pays de la Grande-Bretagne. C'est parfait, je vous remercie. Ma dernière question concerne la zone de libre-échange continentale africaine. Depuis un mois, nous savons que cette zone est rentrée officiellement en vigueur. Pensez-vous que cela est une opportunité supplémentaire pour les entreprises et les capitaux britanniques, ou plutôt un frein éventuel au développement de l'investissement anglais en Côte d'Ivoire? Merci. Non, moi je souhaite quand même vous indiquer que notre pays garde toute sa souveraineté. La raison pour laquelle nous avons signé, je veux dire en toute souveraineté, l'accord de partenariat économique intérimaire avec la Grande-Bretagne récemment. Donc cet accord est en vigueur. Et dans le cas de la ZLECAf, nous tenons compte de ce que nous appelons les règles d'origine en fait. L'idée est qu'un produit qui doit circuler dans les 55 pays africains, en fait, doit pouvoir être originé, je veux dire, dans un pays qui a signé l'accord de la zone de libre-échange économique et continentale. Donc, c'est-à-dire quoi exactement? Moi, je pense que la ZLECAf est une opportunité pour un pays comme la Grande-Bretagne. Raison pour laquelle nous appelons les investisseurs à venir en Côte d'Ivoire qui, en fait, ambitionnent d'être un hub, en fait, en termes d'industrie. De telle sorte que tout ce qui sera transformé ici, je veux dire, avec des industriels britanniques dans ces entreprises, parce que dès lors qu'une entreprise est créée en Côte d'Ivoire, je veux dire, quel que soit l'actionnariat, ça devient une entreprise ivoirienne. Donc les produits qui seront originés ici, qui seront fabriqués ici, je veux dire que ce soit par des capitaux britanniques ou d'autres capitaux, pourra être exportés en franchise de droits de douane, en fait, dans tous les autres pays. Vous voyez-vous, en fait, vous aviez entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne, la Côte d'Ivoire, c'est un marché de 26 à 27 millions de consommateurs. Et quand vous prenez tout le continent africain, vous avez environ 1 milliard 300 millions de consommateurs potentiels. Et quand vous prenez la CEDEAO, c'est environ 300 millions de consommateurs. L'UMOA, c'est environ 120 millions de consommateurs. Donc, le fait, en fait, d'avoir ce partenariat avec la Côte d'Ivoire, de créer une industrie en Côte d'Ivoire, permet aux investisseurs britanniques, aux industriels britanniques, en fait, d'avoir plus accès à travers la Côte d'Ivoire à un vaste marché continental, à un marché unique continental. Donc moi, je pense que cela doit être considéré plus comme une opportunité, voilà, qu'une menace. Donc, j'en appelle en tout cas à ce que sur la base, en tout cas, de nos atouts, sur la base, en fait, de la qualité de nos infrastructures socio-économiques, que ce soit en termes de ports, d'aéroports, que ce soit en termes de routes, que ce soit en termes d'énergie, en termes
des technologies de l'information et de la communication, parce que l'État a fait beaucoup d'investissements pour pouvoir relever le niveau de toutes ces infrastructures socio-économiques, nous permet en fait d'avoir une économie qui est compétitive. Ça permet en fait aux entreprises en fait d'avoir en fait à leur portée tous ces facteurs clés de succès qui améliorent leur compétitivité et qui leur permet en tout cas de produire localement en fait leurs produits ici et de commercer avec tous ces pays africains et avec le reste du monde. En somme, Monsieur le Ministre, quel est votre message pour les investisseurs britanniques aujourd'hui? Mon message aux investisseurs britanniques est que, comme je l'ai indiqué, aujourd'hui, nous avons des échanges commerciaux de l'ordre de 280 milliards de francs CFA. Nous exportons le cacao, des produits tonniers vers la Grande-Bretagne et nous importons également, comme je l'ai dit, c'est un produit manufacturé de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, avec cet accord et avec en fait les perspectives que la Côte d'Ivoire offre, parce que nous sommes en train de formuler un nouveau plan national de développement 2021-2025 qui ne sera pas en dessous de 60 000 milliards de francs CFA. Nous étions dans le plan de 2020-2025 à environ à 30 000 milliards de francs CFA. Donc le nouveau plan en fait qui est en cours sur les 5 prochaines années sera pratiquement doublé. Voilà, nous sommes en train de le finaliser pour dire qu'il y aura encore plus d'opportunités en Côte d'Ivoire dans tous les secteurs. Mais le défi de la Côte d'Ivoire, c'est de réussir son industrialisation qui est encore le pilier essentiel dans ce nouveau plan national de développement 2021-2025 où l'État, en fait, désormais décide d'être chef d'orchestre pour vraiment accompagner le secteur privé, pour accompagner les secteurs productifs, pour allouer plus de ressources au secteur productif, parce que les 5 prochaines années doivent être des années de création de valeur ajoutée pour notre industrie. C'est comme le cacao en 2025, on doit être au moins à 50%, et également pour l'anacane, et on devra se donner les moyens à travers le secteur privé, mais en ayant un rôle de chef d'orchestre pour pouvoir réaliser ces ambitions. Parce qu'on pense que c'est le chemin idéal pour nous de créer de la valeur. Parce qu'après 60 ans, on ne peut pas continuer d'exporter majoritairement des produits agricoles non transformés. Alors que nous avons en fait de l'emploi à créer pour tous nos jeunes. Il y a plus de 200 000 personnes chaque année qui sortent en fait du système scolaire de différentes manières que nous devons insérer en fait dans le tissu socio-économique. Et le secteur industriel doit constituer un grand pourvoyeur d'emplois pour pouvoir absorber tous ces jeunes en fait qui sont en quête de travail. Et nous travaillons également pour que, en tout cas, tout ce qui concerne les innovations, l'industrie 4.0, l'utilisation du digital, la technologie dans l'industrie, soit également, peut faire l'objet également d'une assistance de la Grande-Bretagne qui, depuis 2011, a déjà, je vais dire, une initiative en la matière qui peut profiter à la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire demeure en fait une terre d'opportunités. Nous vous y attendons pour qu'ensemble, nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire solidaire, qui est le programme socio-économique du président Alassane Ouattara. So, in conclusion, we now have heard the word of Minister Diarra, who is inviting UK investors to Côte d'Ivoire, where all measures are in place to ensure that you are fully assisted when you come, and also that you will have all the resources, fiscal, state, and human resources to ensure that your integration in Côte d'Ivoire is sustainable. Minister Diarra also highlighted all the benefits the country has to offer as the hub across Africa and the huge opportunity for Great Britain to have access to market across the region. As Lord Sheikh mentioned at the start of this conversation, the Chamber will be the secretary of the All-Party Parliamentary Group for Côte d'Ivoire. This shows again that we are very committed to work in the interest of UK organizations and institutions trading with Côte d'Ivoire, and we cannot express enough our gratitude to Lord Sheikh. Minister Renil, during his presentation, said that the UK is hosting the COP26 this year, and we will work with our partners on this event, as we are truly committed to support sustainable projects and tackle the climate change. Steve Gray gave us a very informative presentation about available funds via the UKEF to support your investment project, and I invite you all to explore this opportunity. Mr. Diarra also explained to us today
how easy it is to invest in Côte d'Ivoire with the CPC. So you now have all the details to succeed your investment in Côte d'Ivoire. I would like to thank once again Minister Diarra for giving us a great presentation about trade and agricultural industry opportunities in Côte d'Ivoire. Thank you also to Her Majesty Trade Commissioner for Africa, Emma Ward-Smith, and the representative of the DIT in Abidjan for supporting this event. For more information about our event, please contact us at info@ciccgb.uk. Thank you again and see you soon. Thank you, Katie, and thank you very much, Minister, for your comprehensive answers that I think have really showcased what Côte d'Ivoire has to offer and the steps that the government has taken and continues to take to create what is a really enticing business environment. This is something we've also heard about today from the UK government and how they're working to support this environment and encourage you to look to Côte d'Ivoire at the vast ranges of opportunities there are for business, UK businesses, Ivorian businesses, and how we can collaborate together and build this relationship through initiatives such as the newly launched All-Party Parliamentary Group. I'd like to thank Standard Bank Group for their support and Oxford Business Group for their media partnership as well. I'd like to thank all the speakers and of course the Department for International Trade, the Embassy and the Côte d'Ivoire Chamber in Great Britain. And finally, I'd like to thank you, the audience, for joining us this afternoon. As always, if you'd like to know more about DMA, then please do get in touch. We've got a series of events planned for the upcoming months, such as an event with Sudan, Madagascar, and a vertical event on renewable energy in Algeria, which is a direction we chose to take last year to go non-oil and to promote more sustainability. Thank you again for joining us. I hope you enjoy the rest of your day and stay safe.